mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Le coq du clocher. Et là-haut, coq du clocher, que nous annonces-tu pour cette année de bon ou de mauvais? Il me semble que tu grinces plus que jamais, que ta voix s'enroue et que ta poitrine creuse siffle à empêcher les chouettes de dormir. Bon, ne me jette pas son regard méchant quand je viens, comme chaque année, de faire ma visite. Sois plus gracieux envers un vieil ami. Un sourire me ferait plaisir. Non? Tu ne veux pas? Alors attends que je graisse un peu ton ventre et ton perchoir. Là, comme ça. Et maintenant, au revoir. À l'an prochain. C'est ainsi que le couvreur borgne interpellait le coq dressé au-dessus de sa tête lorsqu'il venait, au début de l'été, vérifier les tuiles du clocher et graisser le pivot du volatile doré, ou plutôt dédoré par les intempéries, qui servait de girouette au village. Mais le coq ne daignait répondre que par un grincement au lourdeau qui montait jusqu'à lui en se cramponnant au crochet de fer qui garnissait la pointe du clocher. À peine jetait-il un regard à ce malappris avant de reprendre sa causette avec les nuages, la bise ou quelque oiseau de passage. Aussi, le couvreur borgne bougonnait-il en descendant de là-haut. Quel mauvais caractère a ce coq! Du reste, il est si vieux et si fatigué qu'il faudra bien songer un de ces jours à me remettre à neuf, jeta le coq irrité. À me soigner et redorer, n'est-ce pas? C'est bien le moins qu'on puisse faire pour le plus âgé des serviteurs de la paroisse, il me semble. C'était un très vieux coq, en effet, et assez grincheux, il faut l'avouer. Mais il avait vu tant de choses et subi tant de misères depuis les temps qu'il planait sur le monde. Et il aimait à les raconter. Un peu trop peut-être, d'autant qu'en vrai coq d'église, il était sentencieux et donnait volontiers des leçons de morale. Aussi les jeunes hirondelles et les colombes grassouillettes fuyaient-elles son œil et sa langue. « C'est une vraie peste !» disait-elle en se serrant de par deux sur une corniche où le coq ne pouvait les découvrir. D'ailleurs, il faisait semblant de ne pas les apercevoir. Il scrutait la campagne et le vignoble, surveillait le soleil, pointait son nez contre le vent comme font les pavillons en haut du grand mât des navires, et paraissait fort conscient du poste d'honneur qu'il occupait depuis un temps immémorial dans le ciel du bon Dieu. Hé, là-haut, coq du clocher! Que nous annoncez-vous pour cette saison de bon ou de mauvais? Demanda une corneille entre deux âges qui vint se percher sur le toit de l'église. Voici longtemps que je n'ai voyagé dans vos régions et je suis bien aise de vous revoir. Comment va la santé? Avez-vous quelques nouvelles à m'apprendre? Que dit-on dans vos parages sur le train dont va le monde? Rien de très nouveau, madame la corneille, répondit le coq en se tournant courtoisement vers la questionneuse qui lustrait ses plumes avec un parfait sans-gêne. Le monde va comme il peut, c'est-à-dire mal à son habitude. On dit même qu'il devient fou de peur à cause des grands aigles de fer qui remplissent le ciel cette année et dont nul ne sait où ils nichent ni où ils pondent leurs œufs. Quant à ma santé,
Elle décline visiblement. Elle décline. Tout devient si malsain. Ah, qu'il dites-vous, mon bonhomme? Reprit la Dame Noire un peu familièrement. Chaque fois que je quitte nos montagnes pour faire un tour dans vos plaines, je m'en retourne malade. Ces machines puantes qui labourent vos champs, ces poussières qu'on sème dans vos sillons, ces poisons répandus sur vos raisins, tout cela me vaut ensuite des semaines de coliques. L'espèce humaine finira bien par y rester. Ah, mais le plus triste, c'est que la race des oiseaux disparaîtra la première. C'est fort probable, dit le coq. Bien qu'en ce qui me concerne personnellement, j'appartiens à une famille qui n'a rien à craindre de ce côté. Si ma santé décline, c'est que j'ai moralement du souci. Un souci d'une nature, soit dit sans vous offenser, moins vulgaire que le vôtre, d'une nature plus élevée. Ah, oh, et quel est-il donc, peut-on savoir? Demanda la corneille un peu piquée. Affaire d'âme et de prestige spirituel, fit le coq du bout du bec. Vous auriez, je le crains, quelque peine à comprendre ces questions de clocher. De clocher? Ne distinguez-vous rien là-bas? Tout là-bas, au-delà des vignes du château, juste un peu à gauche des grands peupliers, dit le coq retournant à son idée fixe. Mais la corneille eut beau écarquiller ses yeux noirs, elle ne vit que vignes, champs, échalas, vignes toujours et vignes encore. Je vous l'avais dit, reprit avec impatience le coq. Il faut l'œil de l'esprit. Mais moi, en dépit de mon âge et de mes infirmités, je distingue là-bas une crête vaniteuse, le regard hardi et plein de suffisance d'un coq de clocher de la nouvelle école. Ah, vraiment? Se récria la corneille incrédule. Je n'aperçois, quant à moi, qu'une paire de mes cousins corbeaux faisant leur ronde dans un carré de pommes de terre. Et comme le vieux hochait la tête avec un air de dédain marqué, la corneille lança. Il est vrai que nos autres remueurs de terre et de fumier ne saurions suivre le haut vol d'un seigneur de clocher. Ah! Le temps nous fait défaut pour cela, car avant de disputer et de philosopher sur nos affaires d'âme et de prestige, comme vous dites, il nous faut d'abord songer à vivre. Adieu donc, vieux radoteur, et rêvez moins. Sur quoi elle reprit l'air, et le coq, fièrement, continua sa faction immobile. Pardon, monsieur le coq, quelle heure peut-il bien être? Grasseilla dans la nuit tombante une vieille voix chevroteuse qui sortait de la plus haute lucarne du clocher. J'ai si bien dormi tout le jour que je n'ai pas entendu sonner l'horloge. Et qu'il fait bon et doux ce matin sous le premier rayon de la lune. 9 heures du soir, voisine. Voilà les lampes qui s'allument sous nos pieds et une poignée d'étoiles au-dessus de nos têtes. Le moment est venu pour vous de penser au déjeuner. D'ailleurs, il me semble entendre déjà piailler votre marmaille, continua le coq avec un peu d'agacement, car toute cette famille de chouettes le dérangeait fort à l'heure de son recueillement. Mais les chouettes, hélas, ont toujours beaucoup d'enfants, et ceux-ci ne respectent guère le repos des vieilles personnes. Oh, mon mari est déjà parti aux provisions, reprit la chouette. D'ici quelques minutes, il sera de retour pour s'envoler à nouveau. Vous savez combien il est appliqué à sa tâche. Une souris ou un mulot par quart d'heure, voilà sa moyenne. Mais, monsieur le coq, et je m'excuse d'avoir été si indiscrète sans le vouloir, ne vous entendis-je pas, au travers de mon sommeil, causer avec quelques commères du voisinage? Une pie, sans doute? Une corneille, chère madame, et d'une espèce peu distinguée. À qui vous parliez d'un souci, d'une inquiétude, il me semble. Quick, quack, grinça le coq en virant sur son pivot, ce qui était sa manière de dire ni oui ni non. Depuis tant d'années que nous sommes voisins, insinua la chouette doucereuse, ne devriez-vous point, vénérable girouette, connaître ma discrétion? Je ne vois jamais personne.
À peine si au village on soupçonne mon existence. Je dors tout le jour dans ce clocher. S'il est quelqu'un d'obscur, de dévoué, de silencieux, capable de garder un secret, ne suis-je pas ce quelqu'un? Soulagez votre cœur en me confiant votre peine. Cela vous fera du bien. Mais le coq n'avait justement pas beaucoup de sympathie pour cette paroissienne. Il se méfiait d'elle, car elle passait pour faire partie de l'équipage d'une très méchante fée. Aussi répliqua-t-il évasivement: « Je vous remercie, voisine. Il s'agit d'un petit démêlé ecclésiastique, comme il s'en produit parfois entre nous autres coqs d'église. Peu de choses, assurément. » Mais la chouette connaissait de longue date le point faible de la plus vieille girouette du canton. Aussi ne lui fallut-il pas longtemps pour apprendre que le jeune coq, piqué sur la nouvelle église, là-bas, au-delà des peupliers, empêchait les vieux coqs des alentours de dormir. Tout frais arrivé au pays, il faisait du zèle et s'arrogeait indûment le droit de sonner la diane avant tout le monde. Or, la loi des coqs et des girouettes veut que le plus ancien parmi eux ait toujours l'honneur de la première sonnerie des cloches. Que ce soit le matin de bonne heure pour l'école, ou à midi pour la soupe, ou le soir pour le couvre-feu, ou le samedi pour annoncer le dimanche, ou pour la grande sonnerie du prêche dominical, de mémoire de coq, de cloche et de clocher, c'est le plus ancien qui donne le signal aux autres, et c'est sa voix que vous entendez monter, descendre et tourbillonner en larges ondes sonores sur la campagne. La cloche, c'est son chant à lui, coq du clocher, son cri, son salut, sa gloire. Que dit-elle, cette cloche? Elle dit ceci, qui a été gravé sur son airain il y a bien des siècles. J'appelle à la prière, j'honore les morts, j'écarte la tempête, je suis la terreur des démons. Et la girouette ne se lasse point de proclamer ces paroles aux 4 points cardinaux. Aussi, lorsqu'à force d'été torride, d'automne pluvieux, de bises glacées, de printemps enivrés, un coq est devenu le doyen de la vicinité, si un petit arrogant prétend lui disputer un droit inscrit sur parchemin dans de poudreuses chroniques, n'y a-t-il pas de quoi étouffer de rage? Notre girouette, la crête dressée comme en son beau temps, s'étranglait de colère et dardait son vieil œil sur le jeune rival qui brillait au loin sous la lune. Ne disait-on pas qu'une fête serait donnée dans peu de jours pour lui et son église toute neuve? Musique, cérémonie, cortège, banquet, discours? Se pouvait-il rien de plus ridicule pour inaugurer une vilaine fabrique de verreries et la petite chapelle élevée à ses côtés? « J'irai aux informations », dit la chouette en s'élançant de sa lucarne, telle une ombre claire rayant la nuit. Mais comment une chouette rapporterait-elle des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, puisqu'elle s'enfuit au premier rayon de l'aurore? Elle n'apprit donc au coq, la nuit suivante, rien qu'il ne sût déjà. L'église était de briques et de ciment, une croix s'élevait au-dessus de l'entrée, des figures d'hommes et de femmes étaient peintes sur le porche, enfin un coquelet tout en or étincelait dans le clair de la lune. Le doyen haussa les épaules et rit avec aigreur. Il fallut, pour être mieux renseigné, attendre la visite d'un étourneau. On sait que l'étourneau est le plus babillard, le plus familier, le plus hâbleur, mais aussi le plus complaisant et le plus débrouillard des oiseaux. Il vint se percher un dimanche sur la queue de notre coq de clocher et, apprenant le sujet de sa mauvaise humeur, s'offrit de voler à son tour aux nouvelles.
Mais que l'auguste Girouette pût s'attrister pour si peu de choses ne voulait pas entrer dans la cervelle de l'Étourneau. Quel honneur pouvait-il y avoir à proclamer le premier la naissance du jour, à réveiller les petits dormeurs quand ils rêvaient gâteaux et sucreries, à sonner le catéchisme et le sermon? Combien la vie de monsieur le doyen était ennuyeuse si vous la compariez à celle des Étourneaux, qui passent les 3/4 de l'année à se goberger en joyeuse compagnie. « Quel âge as-tu, mon enfant ?» demanda le coq. « Oh, je suis déjà parmi les vieux de notre bande, » répondit l'Étourneau. « J'aurai 8 ans au vendange. »« Fort bien, c'est l'âge de raison. Va donc jusqu'au grand peuplier et tâche de découvrir ce que signifie ce remue-ménage de fêtes et de cloches que j'entends d'ici. Surtout, rapporte-moi bien ce qui se passe à l'église, sur la pointe du clocher. » L'oiseau partit à tire-d'aile et revint 2 heures plus tard raconter ce qu'il avait vu. « On aurait pu, disait-il, rien imaginer de plus magnifique. Tout le village était en liesse. De belles voitures arrivaient de partout, l'usine était remplie de personnages officiels et d'ouvriers parlant toutes sortes de langues inconnues. Un chœur d'enfants se préparait à chanter sur la place décorée de guirlandes en papier, tandis qu'un orphéon s'en venait de la gare, drapeau et conseil municipal en tête. « Et le coq ?» demanda le doyen. « Ma foi, grand-père, je n'y ai pas pris garde, » dit l'Étourneau. « Voilà bien les jeunes gens, » fit l'autre. « Retourne donc, mon ami, retourne là-bas au plus vite, car tout ce que tu as vu jusqu'ici n'importe guère, sache-le. Chaque village à tour de rôle donne sa fête, laquelle ressemble fort à celle du village voisin. On y mange, on y boit, on y danse, et tout ce qu'on fait ensuite, nous autres girouettes sommes seuls à le savoir. Mais ce qui importe beaucoup, c'est ce maudit coq, parce qu'il est en train de déranger toute l'harmonie de nos cloches. Or, de cette harmonie dépendent l'ordre et le bien-être du pays. De son bien-être dépend sa morale. De sa morale dépend sa dignité. De sa dignité, sa place dans le monde. Et de sa place dans le monde, la mienne sur ce clocher. Ainsi tu le vois, il n'y a pas une minute à perdre. Va, vole et reviens. » L'Étourneau, bien qu'il n'eût rien compris à ce discours, fendit l'espace et reparut 1 heure après. Mais il se lança dans un tel babillage qu'on eût cru sa famille entière réunie en conseil sur les tuiles du clocher. Il décrivit l'arrivée des autorités, la harangue du syndic, la procession entrant à l'église, l'orgue, la foule, les chœurs. « Et le coq, affreux bavard !»« Je l'ai bien écouté aussi, » dit l'Étourneau, « car je me suis posté sur sa tête. Mais que vouliez-vous que je comprenne à son langage, puisqu'il parlait en latin ?» En latin. Le doyen eut comme un vertige. C'était donc un coq catholique? Qui eût jamais supposé pareille chose? Le vieux coq protestant n'en revenait pas, et s'il n'avait pas été tout solide encore sur son aiguille, sans doute serait-il tombé à la renverse. Mais sa tête, heureusement, demeurait bonne. Lorsqu'il se fut ébroué et recrié un moment, voilà que de très anciens souvenirs lui revinrent à la mémoire. Oh, des souvenirs tellement anciens qu'il les croyait à jamais effacés. Pourtant, à mesure qu'il en retrouvait un, d'autres lui succédaient, puis d'autres encore, et il se mit à les évoquer un à un devant toute une lignée d'Étourneaux accourus auprès de leurs camarades sur le faîte de l'église. « Nous aussi, » racontait le doyen, « nous avions une croix sur notre porche au temps dont je vous parle. Une croix dorée et ajourée comme une dentelle, et des fenêtres de couleur, et un autel, et des cierges, et même une Sainte Vierge dans sa niche. Tenez, vous voyez d'ici la place qu'elle occupait, juste en face du café, là en bas, à côté du vieux platane, dont le grand-père l'a bien connu, lui aussi. Je me rappelle,
Je me rappelle, quoiqu'il y ait des siècles de cela et que je ne fusse qu'un enfant. Sachez qu'ils n'ont rien inventé, nos voisins, et que leur coq n'est pas le premier par ici à chanter en latin. Je puis même me flatter de l'avoir su aussi bien que monsieur le curé. Nous avons eu nos processions comme eux, notre prieur comme eux, la visite de monseigneur l'évêque comme eux. Qu'il n'aille donc pas s'imaginer à présent ce blanc-bec qu'étant en or tout neuf. Mais un frrt général interrompit l'homélie du vieux parleur. Les étourneaux s'envolèrent tous ensemble, et le doyen continua tout seul de rêver au temps jadis. Cependant, le conseil communal, réuni en face de l'église, à l'auberge de l'Écu, délibérait lui aussi sur les mesures qu'il convenait d'envisager pour riposter par une belle fête à celle de la paroisse voisine. Il fut décidé qu'elle aurait lieu à la mi-été, et qu'à cette occasion, le temple serait blanchi à neuf et l'harmonium réparé. Quant au coq, là-haut, sur son clocher, le couvreur était chargé d'aviser au parti qu'il y aurait lieu de prendre à son sujet. Telles furent les nouvelles qu'apporta un jour un gros rat d'église qui, malgré son obésité, s'époumonna à monter jusqu'à la lucarne du clocher. Les chouettes dormaient à cette heure. Aussi, le coq se redressa-t-il fièrement, tout gonflé de joie et d'importance. Enfin, on s'occupait de lui. Sans doute allait-on raccommoder sa poitrine déchirée par la bise, redorer sa crête et sa queue, proclamer sa vaillance, lui rendre 100 ans de vie. Et il en informa tout le pays à la ronde dès le couvre-feu. Jamais les cloches ne sonnèrent plus claires, plus joyeuses qu'en ces jours-là. Les échos s'en renvoyaient à l'envi les nouvelles, se racontant les uns aux autres que le maçon s'était mis au travail, le charpentier, le facteur d'orgue, l'électricien, le pasteur lui-même qui soignait déjà son sermon de fête. Ah, le petit coq sur son petit clocher, dans son petit village, chantant ses petites litanies, ferait sagement de reconnaître bien vite qu'un dieu et un seul coq régnait dans le pays. Oui, oui, un seul, seul chantait à tue-tête une alouette invisible qui grimpait dans l'azur juste au-dessus du clocher. Un seul Dieu immense puisqu'il emplit le ciel et tout petit puisqu'il peut tenir dans le cœur d'un oiseau. Le Dieu des moissons et des alouettes, des nuages et du soleil, du présent et du passé, des protestants et des catholiques, des gens âgés et des enfants. Qu'en sais-tu ? Dit le vieux coq avec indulgence, car l'alouette l'amusait. Mais au fond de sa vieille tête, il pensait que le maître, dans sa justice, ferait toujours pencher la balance du côté de ses serviteurs éprouvés. Et l'alouette s'égosillait de plus belle, et le coq s'impatientait de ne pas recevoir la visite du ferblantier réparateur. Et le temps passait. Et le rat d'église colportait de porte en porte des ragots inquiétants. À la fin des fins, le jour de la mi-été finit par arriver. Et le doyen, dans son agitation, l'annonça 1 heure trop tôt, ce qui amena la plus grande confusion dans l'horaire des réjouissances. Mais quand les cloches ont sonné, on ne peut plus les dessonner, dit le proverbe. La foule afflua donc de tous les côtés alors que le pasteur faisait encore sa barbe en répétant mentalement son prêche. On lui dépêcha en hâte le sacristain, car le conseil de commune et le préfet et les messieurs en redingote se rassemblaient déjà sur la place. Puis les drapeaux flottèrent, les trompettes sonnèrent et le couvreur borgne, suivi de son fils, s'avança d'un pas résolu vers le clocher afin de procéder au premier acte de la cérémonie. Que porte-t-il donc de si lourd sur son épaule, ce vilain homme? Et pourquoi son garnement de fils l'accompagne-t-il? Se demandait le vieux coq en se tournant un peu et en grinçant selon son habitude. Ah, je sais, ce doit être le bouquet de fleurs qu'on va planter sur ma tête.
Alors il se pencha et aperçut sous son ventre la foule attentive. Il entendit les pas lents du couvreur et de son fils dans l'escalier du clocher, et son cœur de vieux garçon traqué par toutes les misères de l'âme s'emplit d'orgueil. « C'est moi qu'on vient voir !» pensa-t-il. « L'hommage qui m'est dû depuis l'époque la plus reculée pour avoir toujours réglé l'heure, décidé du beau et du mauvais temps, sonné les événements grands et petits, va enfin m'être solennellement rendu. Et s'il est bien vrai, comme le proclamait l'Alouette, qu'il n'y a qu'un seul roi dans le ciel, il n'est pas moins vrai que je suis le seul roi des coqs de clocher. » Mais il n'avait pas fini de penser ces belles choses que le visage du borgne parut à la lucarne, puis ses épaules, puis son corps tout entier. « Bon gaillard !» s'écria ce personnage. « L'heure de la retraite a sonné pour toi. Tu as fini de tourner à tout vent et de grincer sur nos têtes. Au repos, l'ami. Tu l'as bien gagné du reste, car tu es creux comme la caboche de ma pauvre femme et rouillé comme le nez du syndic. » Sur ce, allongeant une main noueuse, le bonhomme saisit le coq et son perchoir et tendit le tout à son fils. Le pauvre doyen, suspendu la tête en bas dans le vide et l'œil agrandi d'épouvante, aperçut en un éclair son successeur. Un gros volatile de basse-cour, d'aspect tout à fait paysan, que le couvreur et son garçon hissèrent à sa place aussitôt. Puis il se sentit descendre lentement des hauteurs où il avait plané pendant des siècles, et il prit pied pour la première fois sur la terre ferme. On l'entoura curieusement. Quelqu'un le saisit et l'éleva à bout de bras pour le montrer à la foule. Et stupéfait, il entendit les rires des dames et les moqueries des gamins. Pauvre vieux coq de clocher! Il avait cru qu'on l'aimait, qu'on était fier de lui au village. Et le plus triste, c'est que les cloches sonnaient à présent là-haut de leur même voix joyeuse, de cette voix qui avait été si longtemps la sienne. Comme il était beaucoup trop vieux pour pleurer, il ouvrit une suprême fois le bec et rendit son dernier souffle. Mais personne ne sut qu'il était mort. Le couvreur borgne l'emporta chez lui et le planta dans sa vigne en guise d'épouvantail. Il y est encore. Et il arrive même quelquefois que le rossignol ou l'alouette viennent se percher sur sa carcasse pour chanter. Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur. Remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Et je te dirai les contes du Zénith.